Dakar, Dabou, Libreville, Port-Gentil, Pointe-Noire, Le Cap, Bulawayo, Livingstone et Mongou est l'itinéraire de notre premier voyage. En automne 1950, quand on est parti du port de Bordeaux dans l'estuaire de la Gironde, non sans avoir patienté une semaine à l'hôtel de Normandie. Faute de place sur les bateaux de ligne, c'est sur un cargo, le Bandama, que nous avons embarqué, et un cargo ne part que quand il est chargé. C'était ici au quai des Chartrons le 7 octobre 50. À part le golfe de Gascogne très agité, le reste du voyage fut plutôt calme. L'écume blanche sous le bleu profond turquoise de l'océan, c'était superbe et une découverte pour nous qui n'avions jamais vu la mer. Nous étions 6 passagers à bord. Nous mangions avec le capitaine et les officiers. Mariés depuis le mois de juin, c'était pour nous un voyage de noces fabuleux. Le Bandama, au quai marchandises à Dakar, était un Liberty Ship tel qu'il a été construit en des centaines d'exemplaires pour les transports de guerre USA Europe et recyclé dans la marine marchande. Premier contact avec l'Afrique. Une partie de la cargaison déchargée, Cap sur la Côte d'Ivoire. entre le large de Dabou, un équipage de manœuvres africains sont venus appuyer les marins du bord. Ils étaient engagés pour des travaux pénibles et iraient avec le bateau jusqu'à Durban et sera rapatrié au retour du bateau. Nous poursuivons en direction Libreville, malheureusement sans escale au Cameroun. Petite déception, j'aurais aimé voir l'estuaire du Vouri, peut-être aussi Ndungue où mes parents, cofondateurs de l'école professionnelle, ont travaillé 11 ans. Fumban, où je suis né en 1928, dans cette maison de la mission de Bâle. Mais pour l'heure, à 22 ans, nous étions surtout impatients de nous mettre au travail. À Libreville, les cocotiers sont très romantiques, mais ça contraste avec le décor toujours un peu douteux des ports. Une super voiture, une Renault, est déchargée, elle fera la fierté d'un riche commerçant ou un administrateur important. On la descend dans une barge pour la conduire jusqu'au rivage. Elle sera reprise par une grue. À Pointe-Noire, dans le port, nous avons déchargé quelques marchandises et eu l'occasion de voir des bâtiments typiques de la petite ville. Encore 7 jours de navigation jusqu'au Cap. Bientôt, des albatros ou goélands s'approchent du bateau, nous annonçant la côte, qui soudain apparaît. Venant du large, l'arrivée à Cape Town est un moment magique. Au sud, le cap de Bonne-Espérance
qui sépare l'Atlantique de l'océan Indien. Au nord de ce promontoire, la ville s'étend sous la montagne de la Table, entre la tête de Lion et le pic du Diable. Les remorqueurs nous tirent ou nous poussent à quai. Après 33 jours, depuis le départ de Bordeaux, nous sommes arrivés. En ville, le bâtiment gouvernement, le quai Bazar, déjà moderne, la Lionshead, rue de la chambre du National où on logeait. Du Cap à Livingstone en train, 3 jours et 4 nuits, pour arriver en haut à Léa-Lui et tout près Mungu, en train donc, avec cet intermède, un train renversé suite à l'affaiblissement du ballast après une inondation. À Bulawayo, petite ville du Zimbabwe actuel, la statue de Cecil Rhodes, créateur des Rhodesies et constructeur du train le Cap Le Caire. À proximité, un endroit géologique intéressant où l'érosion a laissé des grosses boules de rochers. Et c'est là que Cecil Rhodes s'est fait enterrer dans le roc, près d'un ossuaire, reste de la bataille de la Shangani River. À Livingstone, c'est une petite ville comme au Far West, avec des magasins le long de la rue principale, la quincaillerie, les fournitures pour le bâtiment, le saucisse garage. Plus tard, nous aurons l'occasion de faire des commandes à ces deux établissements et en face, la pharmacie et le coiffeur. Le musée, et lorsqu'on tourne le dos au musée, voilà la route qui conduit aux chutes Victoria. Plusieurs kilomètres avant d'y arriver, on aperçoit déjà les vapeurs d'eau qui montent de la faille, dans laquelle l'eau se jette sur 3,5 km. Il y a plusieurs cataractes, chacune a son nom, la cataracte de l'Est, Eastern Cataract, cataracte principale, Main Cataract. La Devil's Cataract, cataracte du diable, où se trouve la statue de Livingstone qui donna le nom à ces chutes de sa reine, Victoria. L'aéroport de Livingstone, où atterrissaient des quadrimoteurs que certains collègues empruntaient parfois. C'est de là aussi que nous partions par ce petit avion pour le reste du voyage de 250 km dans un Beaver, 6 places avec le pilote. Cet avion nous apportait aussi des denrées de première nécessité. Il faisait le parcours 2 fois par semaine. En survolant la plaine qui est immense, 40 km de large, 250 de long, on voit les méandres du fleuve qui s'écoulent lentement dans cette plaine tellement plate. Il y a quelques bosquets d'arbres, petit village.
et la station de Senanga où nous avons vécu les 5 premières années dans ces maisons, à la direction de l'école industrielle. Au bord de la plaine, la forêt n'est pas très dense, mais elle est présente partout. Au bord de cette plaine qui est inondée 6 mois par année, où le niveau peut monter jusqu'à 4 mètres au-dessus du niveau le plus bas. Ce qui fait que le Mulhouse est avant tout un homme de l'eau, un pêcheur. Il a la tâche ménagère d'apporter le poisson ou la viande en saison sèche, les femelles devant cultiver le maïs, le millet ou le manioc en forêt. On se déplace ou on pêche dans ces petits bateaux taillés dans un tronc d'arbre, comme il y a des centaines d'années. Mais c'est le seul moyen de transport. Le soir à l'étape, on s'installe au bord du fleuve pour la nuit. Le fleuve est hanté par des petits monstres, des crocodiles qui pullulent. Celui-ci avait été tué d'une balle par un chasseur qui était sur une barque avec nous. On a mis l'animal sur une barque attachée à la barque principale où nous étions, pour le dépser. Avec divers instruments, on essaye de voir s'il est encore bien vivant ou s'il aurait des velléités de donner un coup de dent encore. Après ce traitement, on est assuré qu'il est vraiment mort. Alors on prend la peau pour la maroquinerie, la graisse pour la parfumerie. Les Malosiers vivent dans la plaine pendant la saison sèche car le terrain est plus fertile et les fourrages très important pour le bétail. Mais lorsque les pluies arrivent, l'eau qui ruisselle de l'Angola, du Congo dans ce bassin versant fait monter le niveau de l'eau et chasse les habitants. En effet, l'eau qui monte jusqu'à la hauteur des toits des villages oblige les habitants d'aller ailleurs, à la forêt, sur les parties les plus élevées. Parfois la récolte de maïs n'est pas mûre, alors on doit aller en canot, cueillir les épis. Le maïs est mis séché sur des claies. Fleurs de nénuphar repoussent chaque année. L'avantage, c'est que la vermine s'en va aussi. Mais comme les villages sont dégradés par l'inondation, on ne lui répare pas, ça vaut pas la peine. Pour 6 mois, puisqu'après on a celui de la forêt. Il faut aussi entretenir. Ici un mortier qui attend la saison suivante. Alors il y a le village de la forêt où on se rend. Donc, souvent près d'un lac, il faut de l'eau pour vivre. Et vol degré signale que le bétail n'est pas loin. Les troupeaux sont la richesse des Malosies. Il y a des milliers de bovins qui, lors de l'inondation, ne trouvent dans la forêt qu'un maigre herbage. Malheureusement, des centaines de milliers de mouches les accompagnent, ce qui n'est pas très plaisant. Ce sont des enfants qui gardent les troupeaux et parfois leurs parents les empêchent d'aller à l'école pour assurer ce travail.
La Nalikwanda, c'est le nom de la barque royale. Ici, celle de la reine Mukwae de Nalolo. Mue par des dizaines de rameurs, ils transportent le roi ou la reine à sa résidence de la forêt quand l'inondation envahit la plaine. C'est le Kwamboka, textuellement la transhumance et ses fêtes nationales. Précédé par quelques canaux de la suite et le bleu des tambours, la barque royale arrive, attendue par la foule sur le rivage. Tous les rameurs, de même que les tapeurs de tambour, sont des notables de la cour, fils de chef ou iché, c'est-à-dire conjoints de personnes de sang royal. À l'approche de la barque, les femmes muluesa, c'est-à-dire poussent ce cri avec mouvement de la langue et danse. Iché Kwandu, mari de la reine, et la reine elle-même sortent de la barque avec dignité. Le yosho est la salutation du peuple au roi ou à la reine. L'orchestre de la cour anime la montée au camp. Voilà la Mukwae et l'Iché Kwandu. Chercher du bois de feu très loin et l'apporter au village. Porter ses bagages lors de déplacements demande beaucoup d'efforts physiques. Si les hommes ont la charge d'assurer le ravitaillement en poisson ou en viande, femmes piler le grain dans les mortiers est très pénible car le pilon est fait d'un bois très lourd. La préparation des repas prend des heures et s'ajoute au travail non moins fatigant des cultures. On prend cependant le temps de se saluer. On embrasse la paume de la main, puis on tape des mains différemment selon qu'on est homme ou femme. Il serait faux de croire que dans les cours des villages c'est le bonheur. Les mauvais esprits sont partout. Ceux des ancêtres décédés peuvent être mauvais. Alors il y a un petit hôtel à l'extérieur où on met un peu de nourriture. Aujourd'hui, dans ce village, un sorcier exorcise une femme malade. Il faut faire sortir d'elle le mauvais esprit cause de sa maladie. Les hommes sont réquisitionnés pour taper le tambour. La malade danse sous la direction du Naka, un silosi, sorcier ou guérisseur.
Elle danse avec divers attributs, masculins ou féminins. Tous les villageois sont là. Y compris les enfants. Une absence serait signe de culpabilité. La malade, par moments en transe, finit par être épuisé. C'est l'obscurantisme du paganisme. La mission a essayé d'apporter une autre espérance à ces gens. C'est ici à Séchéké, au bord du fleuve, qu'un Français, François Coillard, et son épouse écossaise sont venus en 1885 créer le chant du Zambèze, premiers Européens. Coillard arriva là après des années d'expérience sous les Lesotho, accompagné d'évangélistes Basuto et quelques Blancs. Son épouse Christina, née Mackintosh, l'accompagnait. On peut imaginer la somme d'efforts et de privations qu'ils ont endurés quand on pense au voyage de plus de 1400 km qu'ils ont fait. Ici, en colonne à travers le désert du Kalahari, avec des chariots tirés par des bœufs. Voilà Séchéké à leur arrivée en 1885 et 65 ans plus tard dans les années 50. Seul Livingstone avait passé là quelques années plus tôt lors d'un de ses voyages. Il aurait prêché, dit-on, sous cet arbre. L'église de Séchéké est toute proche. Après un an d'attente à Séchéké, c'est avec un attelage comme celui-ci que Coillard et les siens montèrent plus au nord à Sefoula. C'est au-dessus de ce petit vallon qu'il arriva à Sefoula, où à 52 ans, il fondait ici la mission du Zambèze. Un modeste monument rappelle cet événement. Érigé en 1935 pour le jubilé, on le voit ici avec le pasteur Burgère à côté. De même que cette plaque de marbre fixée dans l'église de Sefoula à quelques 50 mètres de là. À 100 mètres environ de l'autre côté, se trouve la tombe du pasteur Coillard, mort en 1904 à 70 ans, et celle de son épouse Christina, décédée 13 ans auparavant à l'âge de 62 ans. Il y est écrit « Vivre, c'est Christ ». C'est également dans ce temple de Sefoula qu'en 1952 fut remise à l'Église la Bible traduite en silosi, langue du pays. Ce travail de traduction gigantesque fut l'œuvre du pasteur Adolphe Jala et de ses collaborateurs africains. Italien venu des vallées vaudoises du Piémont, il était 30 ans plus jeune que M. Coillard. Le voici en campement le long du fleuve, âgé de 35 ans, et voici son visage à la fin de sa carrière. Érudit linguiste, c'est lui aussi qui a établi la définition de la grammaire du silosi, autre rapport savant et combien précieux. Il décéda en 1946 à 82 ans et fut enterré tout près des époux Coillard. Sur sa tombe, en silosi, ce verset « Ma grâce te suffit ». Fruit du patient travail du pasteur Burgère et de ses collègues, 6 ans après la mort de M. Jala, la Bible imprimée par la British and Foreign Bible Society était là. Le pasteur Bugner, président de la mission, vint de Paris pour la cérémonie. Le jour du culte solennel, les paroissiens arrivèrent, certains très tôt comme chaque dimanche, suivis des élèves de l'école normale. Je pense à la fille de M. Jala, Radziela,
qui fut notre collègue, quand je vois ces femmes africaines pour lesquelles elle a tant fait. Comme son père, elle consacra sa vie entière au Boulhozy, qu'elle devait être heureuse ce jour-là. Le pasteur Beugner, avec le pasteur Burgère à côté de lui, présenta la Bible à l'église et la remit à un membre du consistoire. À la sortie, l'assistance reste groupée. Le pasteur Madame Subilla et Madame Cohisson, le pasteur Beugner et derrière lui Monsieur Zwalen, des membres du consistoire avec le pasteur Cohisson, et le pasteur Mabi qui accompagnait Monsieur Beugner. 67 ans après l'arrivée de Coillard, l'Église faisait un grand pas en avant. Chaque année, la rencontre des Mazaoli, du nom des acajou à l'ombre desquels on se tenait, rassemblait les chrétiens durant 3 jours. Ici, Rémy Anker et Raphaël de Mourcier. C'était agrémenté par la vente de travaux des paroissiennes. Monsieur Burgère et Madame participent activement. Cette vente avait un tel succès qu'il fallait des barrières pour contenir la foule. Le dimanche, culte avec baptême des catéchumènes enseignés dans les annexes de la station. Ici, le pasteur Burgère et Cornélé Wakalala évangélisent de ces foules-là. En 1955, visite du pasteur Bonzon, directeur, et madame, venus de Paris. Reçu à Silundu chez notre président, directeur de l'école biblique, il rencontra tous les missionnaires réunis pour leur conférence annuelle et participa à leurs travaux. Monsieur Bonzon, entre autres, nous laissa comme directive d'organiser une campagne d'évangélisation de grande ampleur. À l'école biblique qui venait d'être construite, dans la partie centrale qui forme chapelle, M. Bonzon médita sur le texte du psaume 133, « Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. » C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour toujours. Le jour du retour, alors que l'avion s'apprête à partir, M. Bonzon et Madame très élégante, accompagnée de Thérèse Borel, prennent congé des missionnaires. La campagne d'évangélisation proposée, mise en route sans retard, groupait l'année suivante 2000 nouveaux catéchumènes. Appelée Sikundi, du nom de la pêche royale du Boulhozy, elle rassembla un dimanche à Mongou 400 à 500 participants qui se rendirent en cortège célébrer un culte à l'ombre de ces arbres. Ce sont les écoles qui ont été le vecteur de l'évangélisation.
Aux alentours de nos 8 stations éloignées parfois de 2 jours de marche et pas toujours accessibles en voiture, des dizaines d'annexes de brousse comme celle-ci, à la fois église et école, assuraient les 4 premières années scolaires. La population devait fournir le bois et l'herbe pour le toit, d'où de nombreux palabres. La construction était payée par la mission et le gouvernement. Des enfants qui se régalent de canne à sucre. Pour les 4 années d'école suivantes, nous avions des internats qui groupaient les élèves d'un district. L'ensemble comprenait le bâtiment des salles de classe, ici l'école de Séchéké dont j'ai fait les plans et les fondations. À gauche, les maisons des instituteurs. Puis un dortoir. Le bloc cuisine et réfectoire. Un autre dortoir. Et plus loin, l'atelier de menuiserie. Pour ces constructions, le fonctionnement de l'école, nous avions d'importants subsides du gouvernement. À Senanga, un internat de filles, dirigé par Thérèse Borel de Peseux, formait en 3 ans une 50aine de jeunes filles. En plus des branches traditionnelles, arithmétique, anglais, etc., elles apprenaient l'économie ménagère, sans oublier l'artisanat indigène, le tricot, la couture, les corvées d'eau, et de cuisine n'était pas la moindre des tâches journalières. Les aveugles, très nombreux en raison de la variole et de la syphilis, avaient aussi leur école. Le braille était enseigné. Pour la lecture, et le calcul. Le jardinage aussi. Et quelques travaux manuels qui les aideraient dans leur vie de tous les jours. Ce sont eux que vous entendez chanter. Ma tâche consistait à soulager les pasteurs de la charge des constructions et des véhicules, lesquels, faute de route digne de ce nom, souffraient beaucoup. Surtout les 2 roues motrices. Dans la boue ou le sable, c'était du sport. Devant un reste d'inondation, on allait voir d'abord à pied. Un front de sable était dur, dans la boue c'était fatal. Lors d'un passage dans une flaque plus ou moins profonde, le ventilateur du moteur giclait de l'eau sur les bougies. C'était l'arrêt.
fallait intervenir. Parfois amusant, comme avec ce bac de fortune, il y avait d'autres moments angoissants, ensablés avec ce camion à 4 heures l'après-midi, à 40 km de tout secours au Cap Rivistrip, épuisé et abattu. C'est à 11 heures le lendemain matin que, par chance, une équipe d'entretien de la route nous a secourus. Dans la boue, c'était le pire. En fin d'inondation, dans la plaine, on contournait les endroits pas encore secs, mais se faisait piéger. Ici, grâce à un attelage providentiel venu d'un village voisin, on nous dépanna non sans peine. Les bœufs, effrayés par le bruit du moteur de l'auto, avaient plus envie de se défendre que de tirer. Finalement, avec l'effort de tous, on sortit de ce mauvais pas. Cela valait bien une juste rémunération. Mais le voyage n'était pas encore fini. Plus loin, après avoir passé le fleuve sur un bac à rames, la rive assez raide de l'autre côté nous arrêta à nouveau. Des villageois bienveillants nous tirèrent d'affaire. Avant toute construction, il fallait d'abord confectionner des briques. Les collègues chefs de station souvent supervisaient cette étape indispensable. Les équipes préparent une réserve de terre glaise prise au bord du fleuve. Et manuellement, avec ses moules, confectionner les briques. On les recouvrait d'une protection de paille pour qu'elles ne sèchent pas trop vite, au risque de se fendiller. Ensuite, en les empilant, on construisait un four. Où un brasier continu cuisait les briques en une semaine environ. Quand de la paille déposée sur le four prenait feu, les briques étaient cuites. Nous avons dirigé pendant 5 ans la Trade School de Senanga, succédant M. Paul Mercoiret de Saint-Jean-du-Gard qui l'a fondée. Encadrée par des instructeurs africains, l'école accueillait chaque année 10 maçons et 10 menuisiers charpentiers pour 3 ans de formation. Moto, le chef instructeur, laïc engagé d'une grande valeur morale, est l'Africain dont je garde le souvenir le plus ému. Le matin, dès la sortie des dortoirs, courte prière à la chapelle de l'école, puis bain dans le fleuve. Et le travail dans les ateliers. 3 ateliers, 1 par année de menuiserie. On confectionnait dans cette école toutes sortes de meubles
Armoires, tables, chaises, bancs d'école. Pour les missionnaires, pour les écoles. Certains cours en classe, comme ici, pour un peu de géométrie et de dessin. À l'internat, corvée de cuisine comme ailleurs. On prépare le repas, toujours le même menu. Bouillie de maïs, sorte de polenta. Lors des repas par dortoir, on mange des boulettes de ce maïs qu'on trempe dans un ragoût de viande ou de poisson. Le dimanche après-midi, on se distrait de danse. Danse importée des mines de Johannesburg par des parents plus âgés y ayant travaillé. Une des constructions importantes fut l'hôpital de Senanga. Les élèves maçons, sous la direction d'instructeurs, posèrent les fondations. Faute de ciment dont le prix était prohibitif, le mortier était fait de glaise mélangée avec du sable. L'hôpital, qui était le projet de Dr Annette Casalis, devait apporter une aide médicale renforcée à la population 100 km au sud de Mongu, lieu du seul hôpital du gouvernement. Toute l'eau nécessaire au chantier était portée à dos d'homme. Petit à petit, les murs s'élevèrent, les portes et les fenêtres ainsi que leurs cadres furent faits par les élèves menuisiers. Créé pour 40 lits, l'hôpital avait un bâtiment principal et deux ailes perpendiculaires, une pour les hommes, l'autre pour les femmes. Des charpentiers à la construction du toit d'une des deux ailes. Comme ce bâtiment cueillera les malades alités, son toit sera couvert de chaume en raison de la chaleur. D'autres ouvriers assuraient toutes sortes de petits travaux annexes. On disposait des rigoles pour éloigner l'eau de pluie des fondations. Sur le fronton, la croix montrant à tous au nom de qui nous travaillons. Le jour de l'inauguration, Annette Casalis, un brin tendu, attend le gouverneur de Rhodésie, Sir Arthur. Précédé de son épouse, sa fille et sa suite, il arrive dans son uniforme d'apparat et prononce son discours. S'il est là, c'est en raison des importants subsides versés par le gouvernement pour cette réalisation. Les élèves de la Trade School chantent
de même que les filles de l'internat. Puis on entend les discours du pasteur Muchanza, d'Eleazar Sikatana, grande figure de l'église et de la chefferie, puis d'Henri Mercier, secrétaire suisse de la mission, traduit par M. Cohisson. Le ruban coupé, les officiels font le tour de l'hôpital. Bien sûr, on a reçu des fonds du gouvernement, mais c'est la mission qui fait le travail et pour l'évangélisation, c'est un contact privilégié avec la population. Le corps principal de l'hôpital groupait dispensaires, salles d'examen, d'opération et pharmacie. La position en U des bâtiments formait une cour intérieure assez plaisante. Dr Casalis, ses collègues infirmières et aides africains étaient équipés pour soigner au mieux grands et petits. J'ai eu l'occasion de construire 2 églises. Tout d'abord à Senanga, sur des plans de mon prédécesseur Mercoiret, sauf pour le clocher qu'il n'avait pas dessiné. La flèche préparée à l'école, le problème était de la poser sur le clocher lui-même. Pour des raisons de vertige, c'était impensable de la construire sur place. C'est grâce à ce pas incliné qu'on trouva la solution. Tous les bancs, chairs, tables de communion furent faits par les élèves. Une autre église fut construite à Mongoumou-Koko. Elle était plus simple, mais plus grande et meilleur marché. Le jour de l'inauguration, à la sortie de l'église, l'assistance se déploya sur le parvis. Le pasteur Burgère, qui a présidé le culte, prend congé de Mwanawinaswi, Paramount Chief. Mr. Clay, commissaire de province, et son épouse, par ailleurs fille de Baden-Powell, créateur du scoutisme, en font de même. Mr. Wedday, commissaire de district, madame également. Puis suivent des membres de la communauté britannique de Mongou, ma femme et mon fils avec Frida Langart, Daniel Pitet. Puis d'autres membres de l'Église. Cette présence nombreuse, 75 ans après Coillard, témoignait du fruit de l'effort des centaines d'envoyés, illustres ou moins connus, et des centaines de catéchistes, évangélistes et pasteurs africains. Quel magnifique résultat, quelle bénédiction. Depuis lors, 50 ans se sont écoulés, et en ce début des années 2000, selon des photos de collègues retournés récemment au Boulosi, certaines choses ont changé. Il y a une bonne route de Mongou à Senanga. La maison où l'on y a vécu, elle, a triste mine. Celle de Sefola aussi. Faute d'entretien, en raison de manque d'argent, l'église de Senanga n'a plus de clocher,
mais elle est pleine tous les dimanches. Celle de Mongoumokoko n'a également plus de clocher, mais elle a été rénovée et est pleine à chaque culte. Des groupes de femmes sont particulièrement actifs. Ainsi, dans ce Boulozi que nous avons aimé, les biens matériels se dégradent et même ont disparu, mais les biens spirituels sont toujours présents. Comme c'était là le but premier de la mission, l'essentiel est sauvegardé, son travail n'a pas été vain.